voir quelqu'un qui fait du décodage biologique. Vous connaissez ça, ça a très mauvaise presse en France, ça a très mauvaise presse chez nous aussi. Et donc, le problème du décodage biologique, c'est pas les liens qu'ils font. Le problème, c'est si vous dites, il y a juste ça. Donc, pensez toujours à ma question d'environnement soignant. Si vous mettez toutes vos billes dans une même médecine, il y a de bonnes chances que vous ratiez votre coup. Et tant mieux, ça marche. Mais ça ne sert à rien de traiter quoi que ce soit comme étant votre sauveur. Ça vient de l'intérieur. L'extérieur peut simplement stimuler une réponse d'autoréparation, d'autorégénération plus forte. Donc, je vais voir quelqu'un qui fait des décollages biologiques. Et il dit, ah oui, c'est intéressant. Et il trouvait que mon cancer était intéressant. Et donc, je me rappelle d'un premier entretien avec lui. Je suis assis devant lui et après une dizaine de minutes, il m'arrête. Il dit, je vous arrête, M. Corneau, excusez-moi, mais il dit, je pense que la thérapie, ça ne marchera pas. Et moi, jamais, comme psychanalyste, je me serais permis de dire à un des patients, la thérapie, ça ne marchera pas. Et surtout pas l'interrompre pendant qu'il parle. On est content quand il parle de nos patients. Il m'arrête. Il dit, ça ne marche pas. Il dit, pourquoi ça ne marchera pas? Ben, il dit, vous avez l'air de vouloir en savoir autant que moi sur votre maladie. Ben, je dis, on a le droit d'avoir une petite idée quand même. Il dit, oui. Il dit, je vais vous proposer autre chose. Là, il me propose quelque chose de très étrange. Je vais m'étendre sur le divan. Je ne connaissais pas cette procédure-là. C'est une blague. Je suis psychanalyste, on fait sans cesse ça. Donc, je suis étendu sur le divan et il dit, on va visiter chacun des organes atteints et vous allez laisser venir ce qui vient par rapport à ces organes. Et moi, je vous donnerai des informations sur ce que j'en sais, des liens possibles avec les conflits émotionnels ou des choses comme ça liées à ces atteintes physiques. Ça me va bien. C'est comme si moi, je suis dans le meilleur des deux mondes. Je suis à la fois en psychanalyse où je laisse venir des choses par elles-mêmes et à la fois quelqu'un va m'informer sur des directions à prendre. Je trouve ça super, le truc. Et on commence par l'estomac. Alors, il commence par me dire que l'estomac, ça servait à digérer. Ça, je pense que j'avais vraiment compris ça avant cette thérapie-là. Oui, mais il dit, ça sert à digérer des choses émotionnelles. Vous savez, je pense que j'avais compris ça aussi. Et donc, il dit, peut-être ce que vous ne savez pas. Il dit, c'est que l'estomac est un des premiers organes qui arrive à maturité pour nous permettre de survivre, de vivre. Il dit donc, les atteintes à l'estomac nous parlent, elles, d'atteintes très, très précoces. Le cancer de l'estomac, ça parle de quelque chose qui est arrivé bien avant qu'on parle, d'atteintes très, très précoces, et qui se répètent par la suite. Alors, j'ai tendance à le trouver intéressant. Et là, il me dit, je suis prétentieux quand je dis ça, mais quand je retourne en thérapie, des fois, je trouve que j'en sais effectivement plus que les thérapeutes qui me soignent, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas juste une question de savoir. Les autres, ils essaient de me descendre à un autre niveau, de me faire atterrir ailleurs en moi-même. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Puis il me dit, vous savez, les atteintes précoces, c'est pas seulement votre maman, hein. Il dit, oui, c'est la partie supérieure de l'estomac qui est atteinte, et c'est le pilaire, et donc ça, c'est les fonctions de l'estomac. C'est plutôt le père qui est en jeu. Et moi, même si j'ai écrit Père manquant, fils manqué, je ne m'y reconnais pas beaucoup dans ce qu'il dit. Sauf que je me rappelle de quelque chose. Mon père, à travers toute son existence, il est mort en 80 ans, mon père, il y a 2 ans exactement. Mon père, à partir du moment où j'ai fait les études, mon père me demandait toujours quand est-ce que j'allais enseigner à l'université. Et moi, ça me gonflait carrément. Je disais, mais papa, je ne veux pas enseigner à l'université. Je suis un psychanalyste, j'ai mon cabinet. Des fois, je donne un cours à l'occasion de l'université. C'est largement assez suffisant pour moi. C'est pas ça que je veux faire dans la vie. Mais même à ça, mon père revenait toujours à la charge. Quand est-ce que tu vas enseigner à l'université? Et finalement, c'est une question qui a fini par m'embarrasser, mon grand complet. Et j'y répondais même plus. Et un jour, je suis à la pêche avec mon père, il doit avoir 78 ans, 2 ans avant qu'il meure. Et là, tout à coup, pendant qu'on est en train de manger nos sandwichs au petit déjeuner dans la chaloupe, dans la barque, il me dit, au fond, c'est un peu comme si tu enseignais à l'université. Il dit, oui, tu écris des livres, tu donnes des conférences, tu te promènes, c'est un peu comme si tu étais... Et là, je dis, bingo, ça a pris beaucoup de temps avant que tu comprennes, mais ça a fini par se faire quand même. Donc, je suis très content de ça. Et donc là, sur ce chemin-là, je me mets à me rappeler des éléments qui sont en jeu par rapport à cette atteinte de l'estomac, parce qu'il m'avait dit que les atteintes précoces pour un enfant, c'est quoi? Humiliation, dévalorisation, écrasement, des choses comme ça. Et je me rappelais aussi que dans mon adolescence, moi, au fond, j'ai jamais voulu devenir psy. Je suis devenu psy pour me comprendre un peu.
ça allait trop mal et comprendre un peu ce qui était arrivé dans ma famille. Et donc, je me rappelais que ma vraie passion quand j'étais jeune, c'était je voulais être acteur. En fait, je travaillais au théâtre déjà, je dirigeais une troupe de théâtre. Et pour mes parents, et notamment pour mon père, c'était absolument impossible que son aîné, pour lequel il avait au fond sacrifié sa vie, à travailler pour qu'on puisse avoir une instruction et avoir un autre destin que le sien, c'était impossible que son aîné n'aille pas à l'université alors qu'il en avait l'occasion. Et donc, j'ai fini par prendre le chemin de l'université, effectivement. Et c'est pour ça que je suis sur scène, au lieu de devenir acteur, je deviens conférencier. Et donc, et là, donc, sur ce chemin-là, je me mettais à me rappeler beaucoup de choses liées à mon père, qui étaient liées à des situations d'humiliation et d'écrasement. Alors, j'avais toujours mis ça sur le dos de ma mère. Donc, pour l'estomac, je trouvais que mon thérapeute avait un peu d'intelligence par rapport à ça. Je commençais à trouver que ça avait du bon sens. Et donc, on va du côté de la rate. La rate est sans doute, j'avais sans doute raté ce cours-là à l'université parce que je ne savais pas ni où c'était ni à quoi ça servait. Alors, pour ceux qui ont raté le même cours que moi, la rate est une poche de sang, hein, c'est partie du système lymphatique, en fait, une poche de sang frais à disposition au cas où vous seriez blessé au combat. C'est un sang que l'organisme peut utiliser tout de suite pour vous mouriez moins vite au bout de votre sang. C'est une stratégie de la nature pour que vous puissiez être sauvé entre-temps. Et donc, il dit la rate, il dit, salut M. Tourneau, il dit la rate, c'est assez simple la rate. Il dit ça, il dit au fond, ça obéit à des injonctions très simples. Il dit, si il y a de la joie, on fabrique de l'immunité, parce que la rate est responsable de la fabrication des globules blancs, des lymphocytes et tout ça qui protège votre immunité. Et c'est aussi le cimetière des globules rouges. Donc c'est ça qui module au fond toute la vitalité, autant les globules rouges que la production des globules blancs. Donc, il dit quand il y a de la joie dans l'organisme, il dit la rate fonctionne super bien. Mais il dit quand il y a de la tristesse, il dit la rate ne fonctionne pas bien. S'il y a de la tristesse trop longtemps, ben, ça ne marche pas du tout. Et moi, je me rappelais d'avoir été dans mon enfance un enfant très joyeux, très exubérant. Genre, probablement, j'étais chanceux qu'il n'y ait pas de Ritalin à l'époque. J'étais vraiment très, très actif. Et donc, le Ritalin est un médicament pour contrôler les troubles d'hyperactivité. Et donc, mais je me rappelle que pour mon environnement, c'était un petit peu trop actif, un petit peu trop joyeux et exubérant. Et j'ai appris tranquillement, à travers toutes sortes de réprimandes, de coups et de tout ce que vous voudrez, j'ai appris à devenir un enfant sérieux avant l'âge. J'avais compris qu'on pouvait acheter la paix avec tout le monde en étant assez sérieux, puis en prenant sa place, et voilà, en arrêtant de faire autant de frasques. Et bon, ça a pris du temps à comprendre ça. Même à l'école, j'avais régulièrement des coups de ceinture, et on me mettait en dehors de la classe, corneau dehors! Là, j'allais attendre la fin du cours dans le corridor, et des choses comme ça. Donc, j'ai pas l'air de ça, hein, j'ai fini par me tranquilliser. Et donc, c'est en dedans que ça se passe, pour ça que j'ai fait la collective sérieuse. Donc, j'ai tout mis ça par en dedans, et je suis devenu un enfant très, très, très sérieux, au fond. Et là, je comprenais aussi qu'il y avait une bonne piste par rapport à ça. On arrive aux poumons. Les poumons, il me dit, ça c'est l'angoisse. Hein. Il dit, c'est l'angoisse de vivre. C'est l'angoisse de mourir, c'est les angoisses existentielles. Hein, c'est vrai qu'on arrive au monde on change de milieu radicalement, et on a peur d'arriver au monde, on a peur de vivre, puis aujourd'hui qu'on vit, on a peur de mourir et tout ça. Et ça me parlait plus ou moins parce que en 89, après la publication de Faire manquant pour se manquer, j'ai été tellement malade à cause de la colite que j'ai fait on m'a dû m'hospitaliser après un long jeûne et j'étais en train de mourir et j'ai eu une expérience de mort imminente. C'était au fond très très agréable ce qui nous attend de l'autre côté ou ce qui nous attend ici si on traverse avant. C'est un état de fusion tellement fantastique, d'état amoureux, c'était tellement extraordinaire que je dis, vous savez, moi la peur de la mort, c'est pas tellement ça. Hein. J'ai plus peur de perdre mes cheveux que de mourir, dans le fond. Et donc, c'est à peine une blague, ça dépend des matins. Donc j'ai dit non, ça ne doit pas être ça. Et là, je me mets à chercher par moi-même, parce que comme je suis assez proche de l'acupuncture, je parle d'un acupuncteur, il dit, pour les Chinois, il dit, vous savez, c'est pas tellement la peur de mourir ou les angoisses existentielles, les poumons, c'est vraiment
les vieilles tristesses, au fond. Hein, c'est des vieilles tristesses, mais des tristesses oubliées. Donc, ça me donnait un petit peu le même message que la rate. Et moi, je savais aussi qu'il y avait une grande tristesse oubliée, qui était celle de tout ce métier théâtral, ce métier d'acteur, ce métier plus artistique, qui m'avait tellement intéressé et passionné, en fait.